Après un samedi noir sur les Champs-Élysées, le gouvernement devait montrer des signes de retour aux commandes. Le préfet Delpuech et deux autres deuxièmes de cordée en font les frais. Des démissions qui permettent surtout de sauver un homme, Christophe Castaner. Après avoir conseillé la Géorgie et l'Ukraine, après avoir navigué sur l'échiquier politique français, Raphaël Glucksmann a réussi son OPA. Qui est donc cet essayiste tout juste investi pour mener une liste de rassemblement avec le Parti socialiste? Réponse dans cette édition. Donald Trump reçoit Jair Bolsonaro à la Maison-Blanche. Pour les deux présidents élus contre les médias, c'est une première étape d'un rapprochement. Madame, monsieur, bonsoir. Les seconds couteaux payent les pots cassés. Après un nouveau samedi particulièrement mouvementé dans la capitale, le Premier ministre Édouard Philippe a décidé de limoger le préfet de police de Paris et plusieurs responsables de la sécurité parisienne. Des renvois aux aires de pare-feu gouvernementales. L'acte 18 aura donc été le dernier pour Michel Delpuech. Éreinté par les Gilets jaunes et mis à mal par l'opposition, le Premier ministre Édouard Philippe a donc décidé de prendre des mesures pour tenter d'étouffer l'incendie qui ronge l'exécutif. Pour masquer l'incompétence du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, c'est bien le préfet de police de Paris qui a servi de fusible. En effet, moins de 2 ans après sa prise de fonction, Michel Delpuech a été limogé et devrait être remplacé par Didier Lallement, préfet de la Nouvelle-Aquitaine. Mercredi, en Conseil des ministres, le président de la République nommera préfet de police M. Didier Lallement, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine. Nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Une décision annoncée par le Premier ministre qui est la conséquence directe de l'échec du maintien de l'ordre dans la capitale. Après 4 mois de manifestations hebdomadaires, dont certaines très violentes, Michel Delpuech apparaît ainsi comme le fusible idéal dans cette affaire qui embarrasse l'exécutif, montré du doigt pour son incapacité à endiguer le phénomène. Et les explications pour justifier le limogeage du préfet de police ne manquent pas. Les polémiques sur l'usage des lanceurs de balles de défense ont conduit à ce que des consignes inappropriées soient passées pour réduire leur usage. La mobilité et la réactivité des forces de l'ordre, leur orientation vers l'interception, très utile en décembre, ont manqué dans la conduite des opérations. Un départ qui se justifie par l'usage parcimonieux des LBD 40 lors de cet acte 18. Pourtant, l'arme intermédiaire utilisée par les forces de l'ordre était bien présente sur les Champs-Élysées, en témoigne la nouvelle blessure à l'œil d'un manifestant. Le gouvernement a avant tout souhaité faire passer un message. Le préfet de police est l'unique responsable de la débâcle qui a pourtant tout d'un fiasco collectif. Une solution de facilité pour le gouvernement alors que Michel Delpuech était déjà sur la sellette après l'épisode Benalla de l'été dernier. D'ailleurs, son sort semblait scellé dès lundi matin lorsque Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, avait mis en cause l'ensemble de la chaîne de commandement. Un bouc émissaire tout désigné qui prend davantage l'aspect de bouée de sauvetage pour le locataire de la place Beauvau, qui n'a pas manqué de pointer du doigt les défaillances du préfet de police. Pourtant, une chose est sûre, le préfet agit directement sous les instructions du ministère de l'Intérieur. Afin de sauver les apparences et justifier les dires du Premier ministre, le grand ménage de printemps au sein des autorités policières se poursuit avec les départs du directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, Frédéric Dupuc, et du directeur de cabinet du préfet de police, Pierre Gaudin. Une ficelle un peu grosse, c'est d'ailleurs ce que dénonce d'une seule voix l'opposition. De la France insoumise au Rassemblement national en passant par les Républicains et Debout la France, pour tous, l'unique responsable de ces défaillances demeure Christophe Castaner, dont la démission est réclamée. Pour autant, tout porte à croire que le premier flic de France va le rester au moins jusqu'à la fin de la crise des Gilets jaunes. Du côté du chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et d'autres élus de sa formation, on va plus loin. Il dénonce le remplacement de Michel Delpuech par le préfet de Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement, qualifié de prime à la violence. Une référence directe au matraquage du député LFI, Loïc Prud'homme, alors qu'il quittait une manifestation de Gilets jaunes à Bordeaux le 2 mars dernier.
C'est également à Bordeaux que de nombreux rassemblements ont dégénéré et qu'un gilet jaune a dû être amputé à cause d'une grenade de désencerclement. À croire que pour protéger Christophe Castaner, on cherchait davantage un nouveau pare-feu qu'une personnalité compétente. En plus du ménage dans les responsables de la sécurité, l'exécutif aura également profité des débordements pour avancer encore dans sa dérive autoritaire. Ce mardi après-midi, les propos de Laurent Nunez devant les députés de l'Assemblée nationale devraient faire des remous. Pour l'avenir et dès samedi prochain, nous partons du principe que ces rassemblements sont des rassemblements d'émeutiers qui ne visent qu'à causer des troubles et donc ils seront dispersés immédiatement, à la fois sur la base d'arrêtés d'interdiction et le cas échéant sur la base de la notion d'attroupement en vue de commettre des violences. Et nous les disperserons immédiatement et s'il le faut, nous interpellerons massivement. Une avancée vers l'interdiction de manifester qui devrait être vivement critiquée par l'opposition de gauche, mais peut-être aussi par les instances européennes qui avaient déjà interpellé le président sur l'usage massif des flashballs et des grenades de désencerclement. Tout autre sujet, il est jeune, il est intelligent et il traîne ses guêtres partout en terrain conquis. Tout juste désigné pour mener la liste du PS, Raphaël Glucksmann intrigue, portrait avec Élise Blaise. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Retourner sa veste, voilà l'activité favorite de Raphaël Glucksmann. Propulsé à la tête de la liste soutenue par le Parti socialiste grâce à son mouvement inconnu Place Publique, le fils de l'atlantiste André Glucksmann a plus d'un tour dans son sac. En 2004, il participe à la revue La Règle du jeu fondée par Bernard-Henri Lévy. 2 ans plus tard, il collabore à la fondation de la revue des Deux Mondes qui dénonce l'hégémonie américaine. En 2007, il fait un nouveau grand écart. L'essayiste aurait, selon ses dires, simplement participé à une conférence d'alternative libérale, un mouvement à l'idéologie libertarienne. Si l'intéressé se défend d'avoir eu sa carte du parti ou d'avoir été membre à part entière, il est toutefois présenté par Édouard Filias, alors président d'Alternative libérale, comme un candidat du parti pour les législatives. À cette occasion, Raphaël Glucksmann tenait d'ailleurs des propos assez peu socialo-compatibles. Moi j'ai toujours été séduit par la philosophie libérale, mais j'ai jamais connu d'engagement militant sur le terrain politique. On va dire que si on arrive en France, dans notre discours, à libérer en quelque sorte le marché du poids de l'État, et ben c'est aussi et surtout pour libérer l'État et la politique des forces du marché. Glucksmann déclare depuis que c'était une connerie de participer à cette conférence. Il est vrai qu'il n'était pas allé jusqu'aux élections. Et pour cause, il avait rejoint son père dans le soutien du candidat Sarkozy. Plus tard, il regrettera cet engagement et estimera même que l'ancien président avait quitté le, je cite, champ de l'acceptabilité républicaine. Le tout après avoir rédigé avec son père mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy. Après cette parenthèse, l'essayiste voyage encore et rencontre en 2009 Ekaz Gouladj, vice-ministre de l'Intérieur en Géorgie, sans doute après qu'il a publié son livre sur le président géorgien Mikhail Saakashvili. Je vous parle de liberté en 2008. Glucksmann aurait d'ailleurs conseillé le chef d'État pendant quelques temps. Il épouse la femme politique quelques temps plus tard et aura un enfant avec elle. En 2014, la révolte de la place Maïdan en Ukraine éclate. D'un coup d'un seul, Glucksmann file à Kiev pour soutenir la contestation du pouvoir en place de Viktor Yanukovych, à l'instar de BHL. Notons qu'il avait déjà suivi de près la révolution orange de 2004. Son épouse le rejoint rapidement. Elle adopte également la nationalité ukrainienne pour devenir vice-ministre de l'Intérieur. C'est la première femme à avoir intégré des fonctions politiques dans 2 pays différents. Et oui, l'engagement, ça n'a pas de frontières. Le mariage non plus, puisque Raphaël Glucksmann tombera ensuite sous le charme de la journaliste Léa Salamé à son retour en France. En 2017, il soutient Benoît Hamon à la présidentielle, un bien bon pressentiment, de quoi lui insuffler le désir ensuite de créer sa propre formation. Il fonde ainsi en 2018 Place Publique qui s'articule autour des urgences écologiques, sociales, démocratiques et européennes. Des crises qu'il impute au libéralisme. Une critique que l'on comprend plus facilement aujourd'hui avec son adoubement pour le Parti socialiste dans le cadre de la campagne des élections européennes. Raphaël Glucksmann n'est donc pas à une contradiction près, critiquant la mainmise des États-Unis tout en soutenant les révoltes qu'ils ont largement fomentées, s'affichant tantôt en libéral libertarien, tantôt en socialiste. Son logiciel est quoi qu'il en soit largement mondialiste et multiculturaliste, pas étonnant donc que Glucksmann apprécie moyennement la une de Valeurs Actuelles sur le milliardaire George Soros. Il en est un pur produit.
Première rencontre d'une idylle naissante. Jair Bolsonaro, le président brésilien tout juste élu, est aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Une première visite entre deux hommes que tout rapproche. Élise Blaise. Donald Trump accueille son homologue tropical. Pour son premier voyage diplomatique, le nouveau président brésilien a choisi d'aller à la rencontre de celui que l'on pourrait qualifier de mentor, le locataire de la Maison-Blanche. Il faut dire que le président américain ne tarit pas d'éloges sur Jair Bolsonaro. Élu avec 55% des voix, le Brésilien avait principalement fait campagne sur un thème cher à Trump, la sécurité. Il avait d'ailleurs rencontré Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump. Le président américain avait largement salué sa victoire sur les réseaux sociaux. Dès les premiers jours de son mandat, le Brésilien avait d'ailleurs pris plusieurs décisions chocs, notamment pour en finir avec les prérogatives dévolues au lobby LGBT au sein du ministère des Droits de l'Homme. Un choix qui n'est pas sans rappeler l'arrivée au pouvoir fracassante de Trump. De quoi placer cette première rencontre sous les meilleurs auspices. Il faut dire que les relations américano-brésiliennes étaient plus compliquées avec les prédécesseurs de Bolsonaro. Les rapprochements entre les deux présidents sont légion. Au-delà de leur plaidoirie pour la sécurité, ils partagent la même vision sur l'écologie qui est, il faut bien l'avouer, pas leur préoccupation principale. Un marqueur devenu aujourd'hui incontournable sur la scène internationale pour plaire au plus grand nombre. Pour Bolsonaro, cette rencontre est aussi l'occasion de se créer une stature internationale après un forum de Davos difficile. En effet, le Brésilien tout juste élu n'avait pas brillé, avec un discours particulièrement sommaire. Le rendez-vous avait d'ailleurs plutôt fait la part belle à ses ministres de l'économie et de la justice, Paulo Guedes et Sergio Moro. Les deux présidents profiteront sans doute de l'occasion pour évoquer l'avenir du Venezuela, chacun d'entre eux ayant reconnu Juan Guaidó comme le chef légitime du pays. Les échanges commerciaux auront aussi leur importance. En effet, Jair Bolsonaro a signé lundi un accord pour permettre le lancement de satellites commerciaux américains depuis la base d'Alcantara, dans le nord-est du Brésil. Un premier pas pour un rapprochement qui pourrait conduire à la réouverture du dossier de l'entrée du Brésil dans l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Autre point de convergence des deux dirigeants, leur volonté de rapprochement avec Israël. En effet, Trump et Bolsonaro ont fait le choix dès le début de leur mandat de demander le déménagement de leurs ambassades respectives de Tel Aviv à Jérusalem. Jair Bolsonaro devrait d'ailleurs s'y rendre bientôt après avoir visité le Chili où gouverne Sebastián Piñera, le seul autre dirigeant sud-américain classé à droite. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Éric Drouet, cible de vandalisme dans la nuit de lundi à mardi. La figure emblématique des Gilets jaunes a découvert sa voiture et sa maison enduites de peinture jaune. Les pneus de son véhicule ont par ailleurs été crevés. Selon la police, aucune revendication n'a été faite. Pourtant, le lien avec l'engagement d'Éric Drouet paraît évident. Le chef de file du mouvement a porté plainte et a expliqué qu'il recevait des centaines de messages anonymes. Le pape François soutient le cardinal Barbarin. Ce mardi, le diocèse de Lyon a annoncé que le pape François refusait la démission du cardinal Barbarin, accusé de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles. Le pape François a justifié son refus en invoquant la présomption d'innocence. Le cardinal Barbarin a quant à lui expliqué qu'il souhaitait s'éloigner de la vie du diocèse lyonnais en attendant le procès en appel. Russia Today menacée de mort. L'antenne française de la chaîne publique russe a déposé plainte lundi après avoir reçu ces menaces par courrier électronique ou via des appels téléphoniques. Celle-ci vise notamment sa présidente Ksenia Fedorova. La chaîne a également annoncé qu'elle allait mettre en place une sécurité renforcée de ses locaux. Il y a quelques jours, une étude de l'ONG Havas a montré que RT France, dont les vidéos des manifestations des Gilets jaunes ont eu un grand succès, a été la chaîne la plus consultée pour ce type de vidéos. Bouteflika s'accroche à son fauteuil après avoir renoncé à briguer un 5e mandat. Le président algérien a confirmé lundi qu'il prolongerait son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel le 28 avril et ce jusqu'à un nouveau scrutin organisé à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle. Une annonce qui devrait faire l'effet d'une bombe alors que les Algériens multiplient les manifestations pour réclamer le départ d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans. Les dates de la prochaine élection présidentielle n'étant pas encore fixé, le président algérien va donc pouvoir faire durer le plaisir.
La Russie fête les 5 ans de l'annexion de la Crimée. Lundi, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu sur place pour participer aux festivités, assister à une cérémonie pour la mise en route d'une centrale électrique sur la péninsule et rencontrer des représentants de la société civile. Une date très importante pour tous les Russes et en particulier pour les habitants de Симферополь. Вы знаете, ощущение такой свежести, независимости, свободы. Я уже в таком возрасте, но мне кажется, я снова народилась заново. Действительно, крымская весна. И это ощущение очень приятное. Так что я довольна. Везде все строится, везде люди счастливы, улыбаются. И сегодня, если был референдум, мне кажется, явка была бы еще выше, и люди бы еще больше проголосовало бы людей за воссоединение с Россией. Если учесть, что для Крыма ничего не делалось, когда мы были в составе Украины, и посмотреть, что делается сейчас, даже за эти 5 лет, то, естественно, гораздо лучше стало. La course aux dons est lancée chez les démocrates américains. Lundi, l'équipe de campagne de Beto O'Rourke, star montante du parti et prétendant à l'investiture pour l'élection présidentielle américaine en 2020, a annoncé avoir récolté 6,1 millions de dollars en moins de 24 heures, soit le plus gros montant parmi les candidats. Il devance notamment le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui a revendiqué 5,9 millions de dollars de dons en une journée pour sa deuxième campagne à l'investiture démocrate. Une véritable performance, alors que Beto O'Rourke a promis de ne pas accepter de dons des entreprises. Un demi-siècle pour Nénette, l'orang-outan star de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, fête ses 50 ans en 2019. Un âge avancé pour le primate qui lui vaut toutes les attentions des soigneurs. Elle a été très très vive étant jeune, très joueuse, etc. Là aujourd'hui, elle a atteint l'âge de la sagesse, je dirais. C'est-à-dire qu'elle est un peu moins active. Donc on a un œil particulier sur Nénette et sur son état de santé, puisqu'elle est âgée. Elle se déplace plutôt tranquillement, elle va faire plusieurs siestes par jour. Pour fêter son anniversaire, une campagne de parrainage a été lancée pour financer une volière extérieure. Et dans un instant, notre zoom du jour, un maoïste devenu chrétien, c'est l'itinéraire singulier de Pierre Alban Delannoy, un chemin qu'il raconte à travers un ouvrage intitulé « De Mao à Jésus » et paru aux éditions Salvator. Avant de connaître cette expérience politique à la gauche prolétarienne, je suis d'origine chrétienne, enfin ma famille est chrétienne et donc le Jésus du titre, il pourrait presque aussi être au début. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans ma jeunesse, vers 18 ans, je romps avec l'Église et je m'inscris dans l'aventure politique de la gauche prolétarienne. On est dans les années 68, c'est tout de suite après 68. Et ce soir, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann nous parle des liens de fraternité entre la France et l'Écosse. Pour cet épisode, je vais vous parler de ce que le général de Gaulle a qualifié de plus vieille alliance du monde et sans doute la plus alcoolisée aussi. Je veux bien sûr parler de l'alliance entre la France et l'Écosse, l'Old Alliance. Une alliance formée contre l'ennemi commun, l'Angleterre. C'est pourquoi ce lien fut si fort et si dur. Ils ont fait aimer le whisky, on leur a fait aimer le Bordeaux. Ils ont combattu dans nos guerres, on a combattu dans les leurs. Retour sur une alliance solide, là on parle pas de l'Union Européenne, qui a perduré près de 265 ans et qui a continué symboliquement bien après. Retrouvez également Passé Présent. Philippe Conrad évoque l'invasion du Tibet par les Chinois. Roger Vétillard présente ensuite ses deux ouvrages, Français d'Algérie et Algériens avant 1962 et la dimension religieuse de la guerre d'Algérie 1954-1962. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
C'est la semaine nécrologique, figurez-vous. Non seulement le curé est mort à 88 ans, comme je vous l'ai dit hier, à propos de qui je vous ai parlé de la voix humaine, mais mon hôte en banlieue parisienne, 89 ans, ce vieux médecin chez qui j'assumais un mi-temps en alternance avec son fils, est mort lui aussi, comme savent le faire les vieux messieurs qui ont perdu un peu la tête. Il a toussé d'abord, il a mal respiré la nuit suivante, et puis le lendemain à l'hôpital, sous oxygène. Il vous regardait d'un air un peu coupable, comme pour vous demander pardon de vous avoir obligé à l'accompagner, et puis il n'a plus respiré du tout. Si je voulais vous en parler, c'est pour mettre en lumière l'extraordinaire relativisation que représente le fait d'avoir auprès de soi comme ça quelqu'un qui a lâché la rampe depuis longtemps pour toutes les choses qui ne sont pas essentielles. Je vous cite au hasard des choses pas essentielles, l'opinion de Ruth Elkrief, les propos des invités de Ruquier, les convictions d'Alain Juppé, l'emploi du temps de Brigitte Macron, tout ça. Il avait la télé ouverte en permanence. Mon vieil hôte n'était pas alzheimerien, mais il s'était peu à peu, il y a 2 ans, retiré de la vie qui nous occupe. Je veux dire, de cette vie où on regarde encore la télé avec une curiosité agressive. Lui, c'était une indifférence totale. Et la chose amusante est qu'il avait gardé quand même un œil assez neuf sur l'actualité politique, qui se renouvelait à chaque fois, puisqu'il découvrait toutes les 2 semaines que nous avions un nouveau président. Il nous blâmait beaucoup d'ailleurs de l'avoir élu en disant « mais c'est pas possible que ce type soit président, qu'est-ce qui est arrivé à la France ?» Ce qui est curieux, c'est que dans son jugement, le type en question, le jeune président, l'a ressemblé trait pour trait aux visiteurs médicaux qui venaient vendre des lits médicalisés à sa clinique en 1980 dans son dos et qui ne pouvaient pas blairer parce qu'ils achetaient les bonnes grâces de la femme de son associé, Marguerite, en lui faisant livrer des caisses de champagne. De temps en temps, il se penchait vers moi pour me demander « mais tu dis qu'il va serrer la main des autres présidents dans les conférences, ce mec-là ?» Il avait vraiment du mal à le croire. Il le regardait pérorer là sous les projecteurs et du fond de sa pénombre intérieure, le regard un peu planqué sur des sourcils gris, épais, très mobiles, qui tombaient sur son regard comme des branches de saule, il disait « personnellement, je trouve ça très inquiétant, ils prennent n'importe qui ». Et du coup, moi aussi, j'ai trouvé ça inquiétant parce que j'avais l'impression qu'il avait déjà un pied dans la coulisse, pour ne pas dire dans la tombe, d'où il voyait notre destin. Les anomalies les plus frappantes de la comédie humaine à la française lui faisaient peur, donc j'avais peur aussi pour mon pays en me disant que le vieux était comme la Pythie de Delphes, il avait vu l'avenir dans la France en soulevant le voile de la sottise générale en quelque sorte. De temps à autre, après un long moment passé à écouter un entretien à la télé, entre une ministre et 2 journalistes, il se tournait vers moi et il disait « Je n'ai pas la plus petite idée de ce dont il parle ». En revanche, depuis 1 an ou 2, il était passionné par le rapport entre les chiffres, il passait son temps à retourner des sudokus, il avait l'air de dire que seules les notions géométriques, mathématiques, tout ce qui relevait de l'observation de la nature avait une réalité. Le reste, par exemple Gérard Darmanin, eh bien, n'en avait aucune. Et là, dans ces moments de fulgurance, on voyait très bien ce qu'il voulait dire. C'est vrai qu'en voyant Gérard Darmanin, vous vous demandiez si vous étiez dans une pièce de la Biche. En tout cas, lui ne faisait aucune différence. Ce que moi, je voulais dire avant d'écrire les 3 mots d'hommage qui seront lus à l'église à la mémoire de ce vieux monsieur, c'est que j'ai été content d'avoir eu un philosophe à domicile, même si c'était son domicile à lui. J'entends comme antidote contre la réalité sociale que nous jugeons si importante et qui ne l'est pas du tout. Du coup, il sera moins question de la banlieue, évidemment, que je quitte d'un cœur assez léger dans cette chronique, je dois dire. Seul ce qui nous manque lorsque les gens ont disparu est important, et ce qui me manque déjà dans son cas, c'est pas son opinion, c'est le silence qui suivait ses paroles. Quand il traçait avec le bout de sa canne le dessin formé par l'ombre des rideaux sur le tapis ensoleillé, quand il battait doucement la mesure des chansons de variété en claquant des mains, quand il classait les petits fours qui sortaient d'une boîte de métal vert pour les aligner sur le vernis de sa table par forme géométrique, eh bien, il me rassurait sur l'innocence et sur la beauté de la création, alors que lorsque j'entends Christine Angot, j'ai du mal à m'en convaincre. Abonnez-vous, merci. Le procédé est bien connu. L'État donne d'une main ce qu'il a pris de l'autre. Prenons l'exemple de l'augmentation du prix à la pompe. Il donne lieu à la grande générosité de bonus écologiques et de primes données aux bas revenus. Mais tout ceci est partiellement englouti dans l'augmentation du prix des denrées alimentaires décrétée au même moment.
Loi alimentation oblige, en effet, les grandes surfaces ont désormais l'obligation, depuis très peu de temps, de baisser leurs marges sur les fruits, les légumes, les viandes et les poissons, ce qui est une fort belle attention, mais attention, elles ont l'obligation de prendre une marge minimale de 10% sur tous les produits d'alimentation. Résultat, des enseignes célèbres qui, pour attirer le client, vendaient quasiment à perte, ont vu beaucoup de leurs produits faire, en termes de prix, un bond qui peut aller jusqu'à 10%. Nous espérons qu'un jour, les hommes politiques se décident à penser aux effets pervers de leurs mesures. En moyenne, lors de la première semaine de l'application de cette fameuse loi, l'augmentation a été de 3 à 5% en hypermarché et en supermarché sur un très grand nombre de produits de grande consommation. La tendance à la hausse se confirme. Le chiffre d'une augmentation finale de l'ordre de 6 à 7% est même avancé actuellement. Les experts estiment que les hausses pourraient coûter aux consommateurs la modique somme de 5 milliards d'euros, à comparer aux 11 milliards de primes d'activité accordées par Macron à la fin de l'année. Je donne de la main gauche, mais je reprends de la main droite. Et tout cela, bien sûr, sans qu'il y ait le moindre impact sur ceux qui auraient sérieusement besoin d'un coup de pouce, à savoir évidemment les producteurs. Il est normalement prévu que les grandes surfaces profitent des surplus financiers ainsi engrangés pour mieux rémunérer les agriculteurs. Il est de notoriété publique, n'est-ce pas, que les acteurs des grandes surfaces sont peuplés de philanthropes au service du monde agricole. Tout cela peut donner l'impression finalement d'une vaste blague qui risque de ne pas faire rire grand monde. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt.